Yves Saint Laurent, Patou, Goyard, des maisons de haute couture et de luxe à la française dont la légende fait rêver. Derrière leur prestigieuse histoire, des hommes et des femmes se mobilisent pour préserver leur inestimable patrimoine. Ils sont les gardiens du temple. Pénétrons avec eux dans les coulisses du savoir-faire et de la tradition. Paris, à 2 pas de la place de l'Alma. Un hôtel particulier au luxe discret. Un public, passionné de mode, est venu découvrir l'ancienne maison de couture d'Yves Saint Laurent, devenue depuis 10 ans une fondation dédiée à l'œuvre du maître. Donc avancez, bienvenue. En temps normal, Sandrine Teinturier est la conservatrice du lieu. Mais une fois par an, lors des Journées du patrimoine, elle accueille les curieux dans des salles habituellement fermées au public. On va fermer les portes, peut-être. Avec ses équipes, Sandrine a pour mission de conserver précieusement les trésors du créateur et de diffuser son histoire. La maison de couture s'est installée ici en 1974 et cet espace servait aux essayages pour les clientes. Il y avait le grand défilé, puis des petits défilés pour les clientes qui voulaient revoir des modèles. Sandrine n'a pas connu Yves Saint Laurent, mais elle raconte avec ferveur 40 années de création du couturier qui, épaulé par son mentor Pierre Berger, créa une mode qui accompagna l'émancipation de la femme. En 62, ils ont conservé quelques modèles. Après, les années passant, de plus en plus de modèles, et du coup, nous avons ici 5 à 6 000 modèles de haute couture. Je vous invite, ça sera au premier étage. Un œil sur l'actuel bureau de Pierre Berger. Un autre sur la salle de réunion où trône Yves Saint Laurent, peint par Andy Warhol en 1972. Avancez-vous. Le visiteur partage un court instant l'intimité du lieu et de ses résidents. Monsieur Berger a été le compagnon d'Yves Saint Laurent. Le chien est encore dans nos pattes. Moujik fait partie de la visite. Moujik, allez. Point d'orgue de la visite, l'endroit que tout le monde rêve de découvrir. Alors vous pouvez vous avancer, avancez-vous jusqu'au bout. Voilà, là on a plus d'espace. Ça c'est le studio de création d'Yves Saint Laurent. Chaque année, Yves Saint Laurent partait quelques semaines au Maroc pour dessiner ses collections. Il finalisait ses croquis sur cette simple table. Difficile aujourd'hui d'imaginer que ces crayons ne servent plus. Ça, c'est vraiment le dernier état de son bureau. Il s'est arrêté de travailler pour la haute couture en 2002, mais il a continué à venir ici tous les jours, comme s'il travaillait encore. Ça, c'est son dernier affichage, on va dire, comme dans une chambre d'ado, épinglé. Catherine Deneuve, qui a été très importante pour lui, une amie. Là, au milieu, c'est son portrait par Bernard Buffet, c'est l'original. Il y a aussi les photos qui témoignent du destin fulgurant de celui qui, venu d'Algérie en 1953, va devenir très vite le jeune directeur artistique de la maison Dior. Quelques années plus tard, Pierre Berger, aujourd'hui directeur de la Fondation, l'encourage à ouvrir sa maison de couture. Quand nous avons ouvert cette maison de couture, j'étais certain qu'il s'inscrirait d'une manière définitive dans l'histoire de la mode. Bah oui. Pourquoi j'ai créé une fondation? Je le fais parce que c'est une manière de le prolonger et qui a une grande légitimité. Je suis très fier de l'avoir accompagné. Je suis très fier de continuer.
pour Chanel, c'est ravissant. 210, 220, à 200. Plusieurs fois par an, la salle des ventes parisienne Drouot accueille des ventes aux enchères de pièces de haute couture. 150. Plus là, sans regret, à 220. Le numéro 15, Christian Leroux. Collectionneurs, particuliers et conservateurs de musées enchérissent sur des centaines de vêtements de grands créateurs. Sans téléphone. For this model, it's too expensive. 242, Yves Saint Laurent haute couture, printemps-été 71. C'est un manteau en laisse façonné ivoire. Ce jour-là, une pièce est particulièrement convoitée. Un manteau griffé Yves Saint Laurent. 1800. 1000. 1700. Ah non, la partie est rude aujourd'hui. 2000 €. À 2000, j'adjuge. Le manteau est acquis au téléphone par un enchérisseur plutôt discret. À 2000, À 2000. 42 bis. Quelques jours ont passé. L'enchérisseur discret de Drouot n'est autre que la conservatrice de la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent qui achète régulièrement des pièces griffées du créateur pour étoffer ses collections. Accompagnée de Leslie, qui fait partie de son équipe, Sandrine va récupérer son trésor. Et là, c'est particulièrement un prototype de la collection 71. C'est très très rare de trouver ça. Donc là, il y a une griffe, ça a été mis au moment de la vente. Et c'est l'atelier de Monsieur Jean-Pierre, c'est l'atelier tailleur de Saint-Laurent. Là, on est ravis de l'avoir, elle est en très très bon état. Celui-là, nous tenions à l'avoir absolument. Au revoir, merci. Retour avenue Marceau. Comme à chaque fois qu'un nouveau vêtement rentre dans les réserves, il est soumis à un protocole draconien. On va rentrer dans la salle de transit où toutes les choses qui rentrent à la fondation passent. Alors, les 2 pièces que nous sommes allés chercher vont rentrer dans la salle de quarantaine, dans l'armoire de quarantaine. On va les observer, voir s'il y a infestation. Et toutes ces pièces vont être annoxiées. On va les mettre dans des poches dans lesquelles on va enlever l'oxygène. On va les laisser 3 semaines dans ces poches. L'oxygène étant parti, tout ce qui peut vivre, la moindre larve de mythe, c'est un peu notre folie. Les larves vont être détruites et du coup, on va pouvoir, on est sûr qu'elles ne seront pas infestées, elles vont monter, elles monteront au 2e étage pour être dépoussiérées. L'ancien atelier de couture de la maison Yves Saint Laurent est devenu le siège des équipes de conservation et de restauration. Et c'est celui-là. Ah bah super. Eh ben ça marche très bien. Ouais, ça descend pas tout à fait jusqu'en bas des manches. Une dizaine de personnes y prend soin des vêtements. Ouais, à la taille, super. Il va falloir faire les formes et Et c'est derrière cette porte blindée, accessible seulement au personnel de la Fondation et à de rares chanceux, que nous découvrons le sanctuaire. Les portes s'entr'ouvrent sur les créations mythiques du maître de la couleur. Protégées de l'humidité, de la lumière et des outrages du temps. L'organisation est méthodique selon les normes strictes d'un musée. Vêtements courts et longs d'un côté, plumes et cuir de l'autre, car ce sont des matières organiques sensibles à la lumière. Il y a plus de 6000 pièces qui continuent d'émerveiller la conservatrice. Voilà, un tissu qui tient tout seul. Quelque chose d'assez magique.
Là, voilà, ce mariage de deux couleurs est quand même assez incroyable. Et tous les jours, on découvre une robe qu'on ne connaissait pas. Donc on leur trouve des petits noms en général, aux robes qu'on aime bien, aux robes particulières. Donc celle-là, on l'appelle la sardine. C'est quelque chose d'assez fragile, parce que les paillettes se déplacent. Donc la plupart des modèles brodés sont couchés ou seront couchés à terme. On passe à celle-là. Choisis par Yves Saint-Laurent lui-même, dès 1962 pour être conservés, ces vêtements sont des prototypes fragiles. Afin de prolonger l'espérance de vie de la collection, des restaurations sont effectuées régulièrement et les équipes assurent une veille permanente. C'est assez difficile de prendre la mesure de tout, mais en fait, c'est un travail de fourmi, petit à petit. On a souvent l'œil braqué sur des attaches qui tirent trop, du papier de soie qui déforme une manche. Donc on a plutôt l'œil là-dessus. Donc là, c'est le cauchemar des restauratrices qui, quand elles sortent une cape comme ça, doivent reprendre tous les fils tirés. Chaque année, de nouveaux modèles intègrent la collection, comme le manteau blanc acheté à Drouot. Mais l'espace dédié aux collections n'est pas extensible, ce qui rend la tâche de Sandrine complexe. Il faut vraiment ruser pour essayer de les aérer. Là, je pense que la priorité est vraiment de leur donner un petit peu plus d'air et de permettre d'éviter que des plis se forment, d'éviter que les choses ne s'abîment. Notre mission, c'est vraiment de les donner à voir. On nous les a déjà donnés à voir. On a des vêtements du début des années 60 qui sont dans un état de conservation exceptionnel. Donc on nous les a déjà transmis. Et évidemment, on espère les transmettre nous aussi. Changement de décor. Nous nous rendons à présent près de la place Vendôme, au 233 rue Saint-Honoré. Ici se tient la Maison Goyard, un établissement spécialisé dans le bagage de haute maroquinerie depuis le 19e siècle. Charlotte de Perrier est porte-parole de l'image de Goyard. Passionnée par l'univers de cette maison, qui a élevé le voyage au rang d'art de vivre, elle en connaît chaque page d'histoire. Ici, nous sommes dans la boutique d'origine. L'immeuble date du XVIIIe siècle et la boutique du XIXe siècle. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et la Maison Goyard est le plus ancien maltier toujours en activité puisque l'on peut remonter son histoire jusqu'en 1792. À l'époque, c'était la maison Martin qui était le fournisseur officiel de la duchesse de Berry. La duchesse de Berry était la belle-fille de Charles X et Goyard était son fournisseur attitré. Ça a commencé à donner des lettres de noblesse à cette maison. Mais celui qui donne son patronyme à l'établissement, c'est François Goyard. Perpétuant le savoir-faire de ses prédécesseurs, il fonde sa maison en 1853 dans le quartier dynamique de l'Opéra. Tout autour de la rue Saint-Honoré, nous sommes à proximité du jardin des Tuileries, du palais des Tuileries à l'époque, et par conséquent, c'est la concentration de nombreux hôtels qui voient arriver une clientèle aisée, une clientèle européenne. La bonne société européenne fait ce que l'on appelle à l'époque le tour de l'Europe, et donc la maison Goyard s'installe ici pour être proche de ses clients.
Il y a 15 ans, un homme d'affaires originaire du sud de la France a relancé la maison qui était un peu tombée dans l'oubli. Aujourd'hui, Goyard fabrique et vend toujours des bagages d'exception dans la plus pure tradition de la haute maroquinerie française. Mais ce qui fait le caractère unique de la maison, c'est qu'elle réalise des malles sur mesure, à milieu de la production de masse. Pour assister à la naissance d'une malle, il faut aller jusqu'aux ateliers de Carcassonne, où nous rencontrons les 3 frères Signol, Alex, Pierre et Rémi. Les autres côtés, c'est toi qui les as fait? Fils de l'actuel propriétaire, ils sont aujourd'hui en charge de la fabrication des bagages Goyard. Tu attaques les couleurs maintenant du... Ouais, je le fais maintenant. Ouais. Aussi passionné que son père par l'histoire de la maison Goyard, Alex s'est formé sur le tas au métier de maroquinier maltier. À la tête de l'atelier dédié aux malles, il supervise une dizaine d'artisans qui travaillent comme il y a 150 ans. Bonjour Thomas, ça va? Oui, tout se passe bien. Là, le matage, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Bon, il va falloir finir aujourd'hui. À l'origine de la fabrication d'une malle, il y a toujours un rêve. Celui d'un amoureux des objets rares qui se traduit sur une feuille par un croquis. On est dans la poésie, on est dans l'évasion. Il peut la contempler et commencer à imaginer, à rêver ce qu'il va pouvoir en faire. Et c'est quelque chose qu'on fait, oui, systématiquement quand une commande spéciale est passée. Dans l'atelier, quelques machines modernes ont fait leur apparition. Mais les artisans utilisent toujours les outils traditionnels. Comme tous les maltiers ici, Florence se dédie à une malle qu'il réalise de bout en bout. Son geste est précis, patient, pour que l'objet du rêve soit parfait. On va être minutieux, on va aimer l'objet au fur et à mesure qu'on le fabrique. Alors au début, il est nu, puis au fur et à mesure, on lui donne vie. Tout ce qui n'est pas esthétique, on va l'habiller pour le rendre beau et utile. Pierre, le cadet des frères Signol, s'occupe de l'impression manuelle de la goyardine. Cette toile, dont le procédé de fabrication n'a presque pas changé depuis le 19e siècle, fut inventée par Edmond Goyard. Composée de lin et de coton, imperméable car recouverte d'une résine étanche, elle tire son origine du métier de flotteur des ancêtres Goyard. Originaire de la Bourgogne, il transportait du bois de chauffe sur la Seine pour les habitants de la capitale. Le trajet entre la Bourgogne et Paris par les cours d'eau durait 11 jours. On a tiré la toile de ces grands vêtements qu'ils avaient, ces grandes vestes qui étaient étanches. Ce dessin de goyardine représente l'enchevêtrement de ces bûches dans les cours d'eau. Demain, ça tu peux faire aujourd'hui. Ouais. Demain, tu peux faire les retouches intérieures de la couronne, voilà, ouais, et extérieures du blason. Très bien. Autre tradition qui n'a pas changé, le marquage des bagages. C'est Rémi qui perpétue ce savoir-faire qui consiste à personnaliser une malle avec un chiffre, une initiale ou un blason. En fait, cette tradition remonte au 19e siècle. C'est la haute bourgeoisie française et l'aristocratie qui l'utilisaient plus à des fins pratiques, on va dire, qu'esthétiques, puisque c'était pour eux un moyen de reconnaître leur malle au milieu d'un flot de bagages. Donc ça leur permettait de retrouver leur malle assez rapidement. C'est de l'artisanat, voilà, c'est à petite échelle, de travailler à la main, d'avoir ce respect de la matière. C'est tout ce qui est autour de l'histoire de Goya, en fait, qui moi, me passionne, en fait. Et je suis aujourd'hui fier de perpétuer la tradition. Florent vient de finir cette malle armoire qui lui a demandé plusieurs semaines de travail. La wardrobe, comme on l'appelait au siècle dernier,
évitait aux voyageurs en paquebot d'avoir à déballer ses vêtements à chaque escale. Qu'est-ce qui te reste à finir à l'intérieur? Donc là, il me reste la partie plateau à finir. Une conception romanesque du voyage que la maison Goyard perpétue fidèlement. C'est repartir un peu dans le temps, parce qu'on est quand même dans un monde hyper moderne où on va avoir des bagages très légers et très souples, mais il n'y a pas d'esthétisme, quoi. Donc du coup, c'est vraiment travailler sur un produit de luxe. Mais c'est vrai que la fierté de signer à la fin est énorme. J'aime les choses bien faites et c'est vrai qu'avec une malle, on laisse quelque chose derrière, on laisse une trace, on laisse un patrimoine qui va perdurer dans le temps et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Et j'espère qu'un jour, un de mes 3 enfants pourra peut-être prendre la relève. Un entrepôt de la banlieue parisienne. Nous retrouvons les équipes de conservation de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent sur une séance photo un peu particulière, orchestrée par la photographe Sophie Carr. L'équipe de Sandrine vient de recevoir une collection de costumes de music-hall, dessinés par le créateur, et portés sur scène par sa grande amie, la danseuse Zizi Jeanmaire. C'est parfait, Sandrine, ce pompon là. Donc voilà, c'est ce qui est très intéressant, c'est de le voir de près, des choses qu'on avait toujours vues ou sur photo ou sur croquis. Pour la Fondation, c'est une exceptionnelle acquisition. Est-ce que ça vous suffit là? C'est peu connu, mais pendant toute sa carrière, Yves Saint-Laurent a créé avec passion des costumes pour la scène. Ces 50 looks de Zizi Jeanmaire, dont les photos rentreront aux archives, en sont la preuve. C'est bon, c'est bon. Ça raconte son histoire, son amour de la scène et son amour des planches et son amour du costume de spectacle, du costume de théâtre, du costume avec lequel on joue, avec lequel on danse. Pour l'équipe, ces costumes sont différents des prototypes haute couture de la Fondation. L'usure des vêtements raconte une vie sur scène. 1000 précautions sont donc prises pour faire prendre la pose à ce bijou. C'est là que c'est pas beau du tout. Mais ça se voit pas tellement le bec à côté. Non. En fait, ça demanderait presque un mouvement. Si on avance un petit peu plus la jambe, c'est bien. On l'a dans la boîte. Il est très abîmé, donc on essaie de ne pas le montrer. C'est aussi de le faire tenir et qu'on ait l'impression qu'il soit porté. C'est des vieux vêtements, un peu usés par la danse. Il va falloir les magnifier. L'urgence, c'est qu'il soit présentable pour la photo. Est-ce que c'est des brillants? C'est une touffe vers le haut, une touffe vers le bas. D'accord, non, je pense pas. Mais certains costumes sont trop abîmés. Comme cette veste, dessinée pour Zizi Jeanmaire en 1977, que la restauratrice Émilie Hénard doit réparer sur place. Les plumes ont été cassées à cause des mouvements de danse. Pour celle-là, par exemple, je vais faire un doublage par l'arrière. C'est-à-dire j'utilise un matériau du genre papier japonais, etc., qui sont des matériaux qu'on utilise très souvent en conservation. Et puis je vais mettre sous poids pendant le temps du séchage de la colle. Si tout va bien, on récupérera une grande partie de la courbure de la plume, parce que c'est vraiment ce qui fait l'intérêt du costume, le panache, quoi. Lola et Catherine, archivistes à la Fondation, nous ont donné rendez-vous dans la salle de réunion. On a le numéro 165 ici. 165. Nous découvrons avec elles les croquis des costumes de Zizi Jeanmaire, photographiés quelques jours plus tôt. De l'encre magenta. Je pense que
que c'est de l'aquarelle, ce qui est de couleur chair. Je me demande, ouais. Je pense. Ces merveilles révèlent une facette méconnue du créateur de mode. C'est vrai que ces croquis sont assez fascinants parce qu'ils sont différents de ces croquis de haute couture. Mais en même temps, il y met toute sa créativité et peut-être tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer en haute couture, où il y avait quand même des contraintes quand même très importantes. Pierre Berger a décidé de partager ses croquis sur le site de la Fondation, ainsi que des centaines de photos qui dormaient dans les cartons. Sur scène, je pense que Gainsbourg n'était pas là tous les soirs. Le public peut donc découvrir l'œuvre d'Yves Saint-Laurent sous forme d'un document en 3 volets, un triptyque. L'idée, c'est d'avoir une première partie avec le croquis, une seconde partie avec le vêtement et une dernière partie avec l'image d'archive. Ici, on a Belle de jour, un film de Louise Buñuel de 1967 avec Catherine Deneuve. On essaye de contextualiser comme ça les objets qu'on possède et de finalement créer un ensemble qui fait sens, qui est cohérent et qui permet vraiment de réaliser le processus créatif de Monsieur Saint-Laurent, du dessin à l'objet fini et à son spectacle, au film pour lequel il a été réalisé. Une nouvelle façon de faire rayonner l'œuvre du couturier. Transmettre via Internet, c'est très important parce qu'on le fait pas pour soi, on le fait pour après, pour les générations futures. Derrière la place de la Concorde, au 7 rue Saint-Florentin, vient de renaître une boutique qui fit le bonheur des femmes des années folles. Nous sommes à l'adresse historique de la maison de couture du célèbre créateur et parfumeur Jean Patou. Après avoir été acclamé, la griffe s'était peu à peu endormie. Mais il y a 2 ans, un groupe anglais relance la parfumerie. Aujourd'hui, la marque remet au goût du jour les anciens parfums de la maison. Bruno Cottard et Thomas Fontaine, le parfumeur maison, sont les artisans de ce renouveau. Voilà, c'est un grand floral vert, poudré. On voit déjà là, le Joy qui pointe son nez. C'est passionnant parce que, si vous voulez, il y a d'abord l'histoire que ça raconte. Les parfums héritages que nous refaisons, comme Amour, Amour, que sais-je, Adieu, Sagesse, comme ceux que nous allons refaire, L'heure attendue, qui célèbre la libération, Vacances, qui célèbre les congés payés, Colonies, qui célèbre la richesse des territoires lointains de l'époque. Tout ça, c'est l'histoire de France récente et contemporaine. Et cette histoire de France, elle se traduit par le parfum. Et le parfum, c'est l'histoire des hommes et des femmes. Joy, son parfum le plus célèbre, voit le jour comme un cadeau à ses clientes américaines ruinées par le crash de 1929. Grand seigneur, il l'expédie à 250 femmes qui ne peuvent plus se payer le luxe d'un paquebot de New York à Paris. Nous allons suivre Thomas Fontaine, le nouveau parfumeur de chez Patou, qui veut faire revivre les parfums oubliés du maître. Afin d'être fidèle à l'esprit de ses créations, il doit en retrouver les formulations. Thomas nous invite à le suivre à l'Osmothèque de Versailles. Un lieu unique au monde où l'on peut sentir et faire revivre des parfums disparus qui ont fait la renommée de la parfumerie française. Thomas a rendez-vous avec Jean Kerléo, fondateur de l'Osmothèque, qui a consacré sa vie au monde des senteurs. Bonjour, restez assis. Quel plaisir de vous voir. Moi aussi. Pour Thomas, Jean Kerléo est un maître. Car il fut le parfumeur exclusif de la maison Jean Patou
pendant plus de 30 ans. Il a créé une dizaine de jus, dont le célèbre 1000, grâce à cet orgue à parfum, outil de base du parfumeur. En fait, c'était mon orgue chez Patou. Là, c'était vraiment ce qui était pratique pour travailler, avec donc une balance, donc, ce qui fait qu'on peut faire la pesée directement. On écrit une formule, et après, il suffit de peser les matières premières au fur et à mesure. Thomas est venu consulter Jean Kerléo car il souhaite faire renaître Vacances, un parfum créé en 1936, depuis longtemps retiré des présentoirs. L'extrait se trouve dans les frigidaires d'une salle sécurisée où sont conservés 2300 parfums actuels ou disparus, dont Jean est le gardien. Il y a l'autre Patou qui est derrière. Alors le voilà. Ah bah oui. Grâce à Jean, ce parfum n'a pas totalement disparu. Il en a refait lui-même la formulation sur la base d'archives retrouvées chez Patou. Thomas peut ainsi découvrir pour la première fois la senteur du parfum Vacances. C'est une écriture qui est très très jolie, c'est délicat, c'est très très moderne. Ça n'a vraiment pas pris une ride. J'espère qu'on aura du succès en le relançant. Pour plaire aux femmes d'aujourd'hui, qui porteront le nouveau Vacances, Thomas va s'inspirer de sa note principale, tout en la réinterprétant. Je viens le sentir pour me donner une idée de ce vers quoi je vais devoir tendre. L'avis de Jean est très important pour moi parce que cette connaissance, il est le seul à la détenir. Donc, j'ai besoin de ses conseils éclairés. Je trouve que c'est une satisfaction de pouvoir être l'interprète, si l'on peut dire, de l'esprit, de l'image d'une maison à travers un parfum pour pouvoir la pérenniser et la faire connaître par rapport aux générations actuelles et futures. En véritable archéologue des parfums tombés dans l'oubli de Jean Patou, Thomas Fontaine doit remonter à la source des matières premières et des fournisseurs qui en ont fait le succès. Nous l'accompagnons à Grasse, capitale mondiale du parfum et patrie des parfumeurs. Ici, la culture de la fleur est un patrimoine bien vivant, préservé par une poignée de passionnés. Thomas a rendez-vous ce matin à Cabris, un petit village perché des Alpes-Maritimes. Olivier Mort, fournisseur de matières premières, l'accueille dans la maison de Edmond Roudniska, célèbre parfumeur français mort en 1996. Créateur de Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella, quelques-uns des plus célèbres parfums de Christian Dior, il fut également l'ami du couturier. L'endroit est toujours un lieu de création de parfums. C'est aussi un laboratoire d'idées et de recherche autour des matières premières qu'Olivier rapporte du monde entier. On va sentir les trois cœurs de la gamme héritage, donc du que sais-je, amour et de sagesse. Parce que là aussi, on a commencé à faire des pilotes et on s'aperçoit que les mélanges sont quand même très très riches, de très belles matières premières à très forte valeur ajoutée. C'est en collaboration avec Olivier que Thomas a recréé l'an dernier une nouvelle version de Joy, appelée Joy Forever. On sent qu'il y a de la matière. Je suis le compositeur, donc j'écris les notes sur la partition et Olivier va jouer la partition. C'est-à-dire qu'il est un peu le chef d'orchestre qui va mettre en musique et interpréter cette partition. La symphonie des senteurs peut se jouer ici avec 1000 instruments. 1000 matières premières, animales, végétales et de synthèse, contenues dans ces flacons. Au milieu de toutes, la rose et la fleur élurène par notre parfumeur. Patou a toujours mis de la rose dans ses parfums, en allant jusqu'à un summum qui est à travers le Joy où on a pratiquement que de la rose et du jasmin. La fleur fait encore vivre une industrie parfumière très active dans la région. De ses pétales est extraite une pâte appelée concrète, le caviar des parfumeurs. On a grosso modo une tonne de fleurs, on récupère 2 kilos de concrète. Cette espèce de cire qui est absolument, puis en plus c'est de la cire végétale, donc c'est presque hydratant pour la peau. Et cette cire, on la retraite à l'alcool et on pourrait obtenir à la fin 1 kilo d'absolu.
Tu as vu cette couleur? On est vraiment sur un rose assez intense, presque marron. Je trouve que c'est excellent. Tu as vu, il ne faut pas passer à côté de ça. Hein. C'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Donc, faut se dépêcher. Donc, évalue-le. Oui, non, là, il va falloir se décider. Chez Patou, dans ton laboratoire. À partir de ce nouveau cru, Thomas va pouvoir imaginer sa prochaine création. Sera-t-elle aussi luxueuse que le tout premier Joy créé en 1929 ? C'est le parfum le plus cher au monde. En 25 ans de parfumerie, c'est le concentré le plus cher que j'ai vu en prix, au niveau du prix de revient. Parce que le jasmin de Grasse vaut 70 000 € le kilo, la rose de mai vaut entre 20 et 25 000 € le kilo. Quand vous en avez 80% dans un parfum, vous comprendrez que le concentré vaut très très cher. La rose de Patou n'a qu'un pays, celui des contreforts de Grasse. Thomas nous invite à le suivre chez Jean-Paul Joubert, cultivateur de fleurs à parfum depuis 5 générations. Elles sont belles là, elles sont absolument superbes, elles sont magnifiques. Thomas est venu suivre la cueillette de la rose centifolia, qui ne se fait qu'au mois de mai, d'où son autre nom, rose de mai. Elles sont bien, là, ce côté bien charnu de la centifolia, qui a ce côté presque un peu paillé qui est bon. Pour notre parfumeur, la centifolia, c'est la rose ultime. À chaque fois de sentir une rose, parfois on découvre une facette qu'on ne connaissait pas, sur laquelle on était passé. Parfois ça nous donne des petites idées. Vraiment qu'elles ont la dextérité dans le coup de main, là, c'est... On voit là... Vous pouvez vous mettre à côté. Ah oui, elles ont le rendement. Fragile, la rose est cueillie à la main par les femmes de la région depuis des siècles. On tourne la rose, on la pince et on la tourne. Ça fait qu'elle casse. Et on ne prend pas la tige qui est dessus. Derrière les parfums Patou, il y a des hommes et des savoir-faire préservés grâce aux parfumeurs. Il y a aussi un terroir, unique au monde, entre la Méditerranée et les Alpes du Sud, sur lequel les fleurs poussent. Revenir ici, c'est à chaque fois presque réapprendre mon vocabulaire. Et puis, c'est toujours important de garder, moi je trouve, un lien, c'est peut-être mon côté paysan qui ressort, de garder un lien avec les racines, avec la terre, avec le terroir, qui est complètement la source de notre métier et de nos parfums. Voilà, donc c'est vraiment un retour aux sources. Vincent Marchelli est responsable du patrimoine de la maison Goyard, le plus ancien maltier parisien. Il nous conduit ce matin vers un endroit secret que seuls quelques initiés connaissent. Il faut descendre dans les sous-sols de la capitale et passer plusieurs portes pour découvrir une collection unique de mâles Goyard constituée par la maison depuis des années. Elles ont partagé l'intimité de célébrités du XXe siècle. Mais elles sont fragiles car beaucoup d'entre elles ont traversé les frontières et les océans. Cette pièce est assez exceptionnelle. C'est une pièce en mauvais état. Elle a appartenu à Maria Pavlova de Russie. Elle a utilisé cette malle lors de son exil, puisqu'après son exil, elle a travaillé pour Coco Chanel. C'est une pièce qui a énormément voyagé et que nous allons devoir restaurer en respectant les traces du voyage. Vincent a donné rendez-vous à Robin, maltier, qui vit au contact permanent de ces vieilles dames qu'il cajole de ses mains expertes. On peut l'ouvrir? Oui, bien sûr. J'aime bien voir à l'intérieur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Cette malle, ayant appartenu au couturier Jean Patou, a récemment été achetée dans une salle des ventes. Quand même un petit peu abîmée à ce niveau-là. Elle est complète, c'est l'essentiel. Robin vient de commencer la restauration de cet objet qui date des années 30. On va prendre soin de nettoyer les laitons sans abîmer le cuir. Et ensuite, on va venir identifier tout ce qui a pu être endommagé au fil du temps.
Donc, par exemple, ici, on a la charnière du dos qui a beaucoup souffert et qui a été endommagée. Donc, nous, on va avoir pour mission de revenir consolider cette partie-là pour que l'ouverture se fasse comme à l'époque, sans rien perdre de l'aspect actuel de la malle. L'intérieur est en toile. Donc, on voit ici le marquage qui a été fait pour l'ancien propriétaire qui était donc Jean Patou. Le tissu a beaucoup pris l'humidité, mais voilà, ce sont des choses qui font partie du vécu de la malle. Et ça va passer par des réparations voilà, qui sont d'ordre fonctionnel, donc des sangles qui ont été rompues ou des choses comme ça. L'intérêt d'une restauration, c'est de conserver l'âme du voyage tout en stabilisant l'objet pour ne pas qu'il s'abîme davantage. Il n'est pas question de les refaire à neuf. On n'aurait vraiment plus le message de la patine du temps, qui est important pour nous de conserver, en tout cas pour la maison Goyard. Aucune malle n'est identique, chacune a son histoire. Robin et Vincent prennent soin de toutes. Notre responsable du patrimoine nous entraîne place Vendôme dans les bureaux de la maison Goyard. Alors voilà, une des pièces qui me donne du plaisir chaque matin, avec une toute petite partie de la grande collection de 600 malles, accumulées depuis une quarantaine d'années par le propriétaire actuel. Les voir revenir ici, c'est aussi les voir témoigner de tous ces voyages transatlantiques, pour la plupart d'entre elles. La révolution des moyens de transport, qui commence dans la seconde moitié du 19e siècle, va voir une population aisée se déplacer en train, en bateau et plus tard en voiture. Les générations de Goyard se succèdent. Ils misent sur l'innovation et imaginent des malles légères qui accompagnent les besoins des voyageurs. Malle à chapeau, malle à chaussures, malle automobile, malle à pique-nique. La malle armoire reste la plus connue et la plus pratique des malles de luxe. Et c'est celle d'une femme d'exception que Vincent nous fait découvrir. Alors, ce qui est intéressant également sur cette malle de Coco Chanel, c'est qu'il y a encore une étiquette de l'hôtel Pierre. C'est l'hôtel à New York où elle avait l'habitude de rester uniquement. Il fonctionne toujours, hein, on va pouvoir l'ouvrir, ça c'est assez exceptionnel. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, ces objets du rêve sont des objets que nous avons à cœur de reprendre, de conserver. L'aménagement intérieur de la pièce est un aménagement qui a été voulu par Coco Chanel, avec ici quelques housses qui pouvaient être adaptées à la forme du vêtement. Ici, on a une petite planchette de hêtre qui permettait de bien maintenir les vêtements pour ne pas les abîmer pendant les transports qui pouvaient quand même durer une bonne semaine. Des cintres. Il doit exister à peu près une dizaine de formes de cintres différents chez Goyard, qui correspondaient chacun à une utilité très particulière. Voilà. La magie de l'histoire est allée encore un peu plus loin, parce qu'à l'intérieur de cette magnifique malle, il y avait encore quelques effets personnels de Coco. Voilà. C'est vrai que nous avons ici un moment d'intimité assez parlant. Lorsqu'une nouvelle malle revient à la maison mère, après une longue vie passée en voyage, c'est toujours un événement. Qu'elle ait été achetée en salle des ventes ou comme cette fois-ci chinée aux puces, Vincent va l'accueillir avec les honneurs dus à son rang. Et c'est Elisio, antiquaire spécialisé dans le bagage ancien et fournisseur de la maison Goyard, qui la livre en personne. La chance, elle est passée dans l'ascenseur. Ouais. 1880, ça. De toute façon, c'est le Second Empire, les robes à crinoline. Ouais, super, j'aime bien. Ça fait plaisir quand il y a des pièces complètes qui arrivent. Vincent jubile, car ce modèle manquait à la collection. C'est une pièce qui a réellement été construite pour le transport des robes à crinoline, qui étaient accrochées sans leur crinoline sur les petits crochets à l'intérieur. Et puis la crinoline elle-même, donc ce cerclage d'osier ou de bois,
qui était incompressible, épousait parfaitement la forme du bombé, ce qui permettait de réduire la taille globale, l'encombrement global, en conservant une forme pratique au transport des crinolines. Bien avant la reprise de Goyard, l'actuel propriétaire collectionnait déjà les malles. C'est même elles qui l'ont conduite à racheter l'établissement. Loin d'être des objets sans vie, ces malles donnent aujourd'hui des idées pour concevoir les nouvelles collections de bagages. C'est une inspiration au quotidien. On a vraiment très envie de comprendre quel était l'état d'esprit à la construction de la plupart des produits qui sortaient de nos ateliers et qui sortent encore aujourd'hui. Augmenter les collections du patrimoine, c'est aussi augmenter le témoignage pour le futur. Cette maison Goyard est vraiment extraordinaire par rapport à d'autres grands noms de la place de Paris, où là on a un propriétaire passionné avant d'être financier. Donc quand tu es aujourd'hui encore 17 ans après où il retrouve un bagage, un objet, un sac, il va venir me le montrer. S'il l'a chiné au plus, là où je suis, il va regarder un détail, il va vous montrer des détails que nous, marchands, on ne voit pas. Et c'est là qu'on voit la passion de l'objet par lui-même. Donc c'est une vraie passion au départ. Retour avec les équipes de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Ce matin, Sandrine et Leslie vont chercher une des robes iconiques du créateur, prêtée au musée d'art moderne de la ville de Paris. L'objet était montré depuis plusieurs mois dans le cadre d'une exposition consacrée au peintre Serge Poliakoff. Saint-Laurent s'étant inspiré de l'artiste peintre pour l'une de ses collections. Une des vocations de la Fondation est d'œuvrer pour que des créations d'Yves Saint-Laurent soient découvertes par le grand public. Elle confie donc souvent des pièces à des musées. Après avoir duré plusieurs mois, la rétrospective Poliakoff est à présent terminée. L'équipe de Sandrine procède au décrochage du vêtement. Un cérémonial bien rodé qui commence par une micro-aspiration de la robe. Non, c'était... Sandrine fait ensuite le constat d'état. D'autant plus important que la robe a été montrée au public pendant plusieurs mois, sans vitrine. Donc l'état de solidité, on est d'accord. État textile, bon, c'est les robes sans problème, ça. Après, c'est un contrôle, un check entier du vêtement pour savoir s'il a souffert de sa mise en exposition. Auquel cas, on préconise de ne plus l'exposer. Là, en l'occurrence, il a bien résisté. Amateur d'art, Yves Saint-Laurent s'est inspiré des grands peintres du XXe siècle. Braque, Wesselmann, Mondrian. C'est ainsi qu'il a créé la robe Poliakoff, qui fait partie de la collection Automne-Hiver 1965. Je pense qu'il a été assez sensible à ce qui se passait autour de lui. Et les années 60, c'est un débauche de couleurs. Et je pense que ces rapports avec les artistes, c'était une solution pour mettre de la couleur dans ses robes. Et la collection d'après, c'est la collection pop art. Et là, on trouve des couleurs encore plus éclatantes. Yves Saint-Laurent s'est inspiré de la façon de travailler de Serge Poliakoff. Il a dit lui-même qu'il ne souhaitait pas copier un tableau particulier, mais au contraire rendre cette notion d'architecture qui existe dans les tableaux de Poliakoff, comme elle existe dans les tableaux de Mondrian également. C'est donc une interprétation d'Yves Saint-Laurent de la peinture de Poliakoff. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'une simple copie. La robe Poliakoff doit à présent rentrer à la Fondation, où elle sera prise en charge par l'équipe de Sandrine. Oui. Après un temps de repos obligatoire d'au moins 3 mois, il sera possible de l'exposer dans un autre musée. Une œuvre rentre, d'autres s'apprêtent à partir.
va peut-être pas faire que des boules partout. Oui, c'est ça. Cet après-midi-là, à la Fondation, c'est l'effervescence des grands jours. Toute l'équipe est mobilisée pour empaqueter 4 modèles haute couture Saint-Laurent qui partent pour le MOMU, le grand musée de la mode d'Anvers, en Belgique. Le thème de l'exposition est la plume. Il s'agit donc d'empaqueter des œuvres fragiles. Effectivement, pour que ça transporte dans de bonnes conditions, il faut que l'objet soit complètement stabilisé, ne se balade pas dans la boîte. Donc on essaye de garder un rembourrage très aérien, très léger surtout. Et on ajoute par exemple ces formes un peu plus rigides, pile à la dimension des boîtes, pour vraiment, ça a vraiment pour vocation de caler les espaces vides. Donc les plumes en plus étant un des matériaux les plus fragiles et les plus sensibles. Et si on ne les traite pas comme des œuvres d'art, ils ne pourront pas nous succéder. Et qu'on ne travaille pas pour un temps court, on essaye de préserver au mieux la vie de l'objet, pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Laisser un héritage pour la pérennité de la mode, c'est ce qu'a toujours souhaité le couple Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Bien sûr, je me sens un gardien de ce patrimoine, mais je suis un gardien, comment dirais-je, généreux. Je ne suis pas un gardien qui pense qu'il faut le garder. Bon, au contraire, je pense qu'il faut l'ouvrir, je pense qu'il faut le partager, et je pense que la force de Saint-Laurent, c'est précisément ça. C'est qu'il a fait une œuvre partagée. Dior, Cartier, Chloé, des maisons de haute couture et de luxe à la française dont la légende fait rêver. Derrière leur prestigieuse histoire, des hommes et des femmes se mobilisent pour préserver leur inestimable patrimoine. Ils sont les gardiens du temple. Pénétrons avec eux dans les coulisses du savoir-faire et de la tradition. À quelques pas de la place François Ier, avenue Montaigne, les toiles de la maison Dior brillent toujours au firmament de la mode. « 57 ans après la mort de Christian Dior, dans les salons historiques de la maison de couture, les équipes de Dior Héritage entretiennent sa légende. Depuis 1974, elles conservent et font rayonner l'œuvre du plus célèbre des créateurs français. Là, c'est bien, là. Ce matin, des pièces griffées Christian Dior viennent d'arriver d'un lieu secret où 2000 tenues sont gardées comme des trésors. Elle n'est pas trop basse? Non, parce que de toute façon, le pli il était cassé un peu sur la photo d'époque. Oui. Elle n'était pas forcément au ras du sol, elle avait un petit côté qui traînait un petit peu sur le côté.
Chaque fois que Cécile, assistante aux archives, et Solène, documentaliste, redécouvrent la robe Gruau, c'est la même émotion. C'est beau ce travail du tissu comme ça qui sont... L'œuvre fait l'objet de toutes les attentions car elle est sélectionnée pour être exposée prochainement au musée Christian Dior de Granville. Cette robe est extrêmement intéressante pour illustrer la ligne de 1949 qui s'appelle Milieu de siècle. Et évidemment, tout ce qui fait la force de cette robe, c'est surtout le boutonnage qui est travaillé en biais, que ce soit sur la jupe ou sur le corsage, avec un rappel du drapé au niveau de la poitrine. Je pense qu'elle a dû aller dans de nombreux bals ou des soirées vraiment très mondaines. Je serais curieuse de savoir quelles ont été les occasions pour lesquelles cette robe a été portée et peut-être qu'un jour on percera le mystère de cette robe. Mais on est extrêmement fiers d'avoir acquis cette pièce qui est fondamentale dans l'histoire de la maison. Juste sans descriptif. Ah oui, le descriptif c'est sûr qu'on en va pas. Dans le salon d'à côté, l'état-major de Dior Héritage est en plein préparatif de l'exposition Dior, images de légende, où la robe Gruau apparaîtra. L'équipe est à quelques semaines de l'événement qui explore les liens unissant la maison de couture et la photographie de mode. Florence Muller, commissaire de l'exposition, fait le choix des dernières photos qui feront partie des 200 clichés présentés dans l'exposition. Est-ce qu'ils sont en bon état? Oui, parce qu'on vient justement d'entamer une campagne de restauration de nos tirages vintage. Ils ont vécu, mais ils sont magnifiques quand même. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Depuis toujours, la maison Dior inspire les plus grands photographes, eux-mêmes inspirés par le style du grand couturier et de ses successeurs. Pour cette exposition, le choix, effectivement, il est un peu particulier. On part des photos. On a retrouvé beaucoup d'archives. Donc, il a fallu regarder tout ça, essayer de trouver à l'intérieur de ces photos des robes qui ont été conservées par ailleurs, et puis de recréer la rencontre entre le sujet et la photographie. 70 robes et tailleurs ont été retenus par l'équipe, dont ce costume d'une période emblématique des créations Christian Dior. C'est le tailleur Chantecler, c'est un magnifique modèle qui appartient à la collection dite de la ligne H de l'hiver 54-55. C'est une des lignes fondamentales de l'histoire de la maison. C'est typiquement Christian Dior, c'est une ligne très construite autour de la lettre H. H, comme la grande et fulgurante histoire d'un surdoué de la mode qui, en 10 années de carrière, installe son génie et son futur empire. Christian Dior est né à Granville en 1905 dans une famille d'industriels. Attiré très tôt par les arts et le dessin, il passe par plusieurs maisons de couture avant d'installer la sienne à 42 ans, au 30, avenue Montaigne. Sa première collection de 1947 est un immense succès. Baptisée New Look, elle fait de cet inconnu le Français le plus connu après De Gaulle. Christian Dior meurt à 52 ans, foudroyé par une crise cardiaque. Moi, je pense, tu sais, tout à l'heure, vous disiez 3 grosses robes, à la place de musique, qui est quand même plus petite, on pourrait peut-être mettre cocotte. Soisig Pfaff nous a donné rendez-vous rue François 1er, au département des archives de Dior Héritage. Responsable du service, elle est à la tête d'une équipe qui conserve religieusement tout ce qui fait l'histoire de la maison depuis ses débuts. Ici, on trouve des milliers de photos des anciennes collections, et puis aussi des catalogues, des cahiers de tendance, des cartons d'invitation pour les défilés, des croquis réalisés par Christian Dior lui-même et par ses successeurs. Soisig Pfaff doit faire une sélection de documents qui seront présentés à l'exposition de Granville. Elle nous invite à la suivre dans la fameuse réserve où ces trésors sont classés par année et par créateur. Soisig, qui travaille chez Dior depuis 40 ans, a bien sûr ses favoris. Là, ce sont des croquis d'une collection que j'aime particulièrement, parce qu'en fait, ce sont les croquis de l'automne-hiver 49.
et qui sont, c'est une collection particulièrement forte pour laquelle nous avons la chance d'avoir, je crois, l'ensemble des croquis de presse et leurs négatifs. Voilà, donc ça, c'est parmi les trésors que nous avons aux archives aussi. Parmi des documents plus récents, je vais vous montrer quelque chose. Il y a les échantillons de tissu. Là, c'est une partie des échantillons de la collection haute couture créée par Raf Simons pour le printemps-été 2013. C'est tellement en liaison avec Monsieur Dior au niveau de la thématique florale, au niveau des broderies, etc. On se replonge complètement dans une grande partie de cette collection dans l'univers de la jeunesse de Monsieur Dior à Granville. Et donc c'est un régal pour les yeux. Hein. Le fonds des archives existe depuis les débuts de la maison en 1947. Chaque document, conservé par Soisic, sert aujourd'hui de repère pour tous les créatifs qui rentrent chez Dior et doivent s'imprégner des codes de la maison. Je vais vous montrer le premier catalogue qui était en 51. À l'image de ce petit livret offert aux clientes dans la toute première boutique Christian Dior, appelée Colifichet. Le catalogue est une plongée au cœur de ce qui est l'univers de Christian Dior. On retrouve ici des éléments très importants pour M. Dior. Par exemple, on retrouve l'imprimé Panthère ici, qui a été une exclusivité dès la première collection de printemps-été 47. Et puis des tas de petits bijoux. Et là, également, les codes Dior, l'ova, le nœud ici. Ça renseigne sur l'homme, ça renseigne aussi sur ce qu'il veut faire passer comme message. Et pour nous, c'est très très important à divers niveaux. Alors ça, c'est un des livres écrits par M. Dior que je voulais absolument vous montrer, puisque c'est Christian Dior's Little Dictionary of Fashion. C'est un petit bijou, je trouve, qui regroupe toutes ses principales préoccupations stylistiques, des vêtements, des couleurs, et puis des façons d'être, des décisions à prendre en fonction de tel habit plutôt qu'un autre vêtement. Donc c'est très amusant, très émouvant aussi. Chaque femme devrait avoir quelque chose de rose dans sa garde-robe. C'est la couleur du bonheur et de la féminité. Rue de la Paix, à Paris. Depuis près d'un siècle et demi, la célèbre maison Cartier crée le luxe et la beauté à partir de pierres précieuses. Jacqueline Karachi est l'imminence créative de Cartier et à ce titre, elle perpétue l'esprit des savoir-faire du lieu en accompagnant de son talent et de son expertise toutes les créations de haute joaillerie. Nyuki est l'une des talentueuses dessinatrices du département design. Nous ne verrons jamais son visage, car par sécurité et confidentialité, les personnes qui travaillent chez Cartier à proximité des pierres précieuses doivent rester dans l'anonymat. Voilà, c'est un mouvement qui continue comme ça, autour du cou. D'un seul coup. Ce matin, Nyuki est venue consulter Jacqueline au sujet d'une tiare collier qui sera présentée dans quelques mois à la Biennale des Antiquaires. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le mouvement aussi. Ouais, voilà. Mais dans deux sens, je crois que le mouvement marche bien. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour cette perle. J'avoue que là, je pense que c'est une réussite. Le bijou est en phase de création. Comme toujours chez Cartier, lorsqu'il s'agit d'une pièce unique, il est construit autour d'une pierre historique. Nyuki s'est laissé guider par une gemme ayant appartenu à la reine Marie d'Angleterre. La pierre centrale est une perle qui est unique de par sa taille et de par sa beauté. Elle a un orient absolument incroyable, elle est vraiment subtile et c'est vraiment la perle fine dont on rêve. Et à côté, toutes les autres pierres permettront de la mettre en valeur. C'est-à-dire, il y aura des diamants, il y aura des perles fines. La dessinatrice travaille sur ce bijou depuis presque un an. Il n'y a pas de pièce prestigieuse sans un songe, une inspiration, celle du dessinateur. Du papier, de l'eau, de l'aquarelle, Jacqueline Karachi, plus que quiconque, sait que l'âme d'un bijou naît par l'esprit et la main.
L'émotion, c'est mon moteur, c'est-à-dire je suis dans le ressenti et c'est la première chose que j'essaie de transmettre justement aux jeunes designers. Il faut se laisser porter justement par cette impulsion, on doit la suivre, on doit laisser justement jaillir cette émotion et après l'apprivoiser. La maison Cartier a été fondée en 1847 par Louis-François Cartier. Ce sont ses petits-enfants, Pierre, Jacques et surtout Louis, qui vont faire de Cartier la prestigieuse maison qu'elle est encore aujourd'hui. Ils séduisent avec d'étonnants bijoux que les acheteurs se procurent à la boutique qu'ils ouvrent en 1899 à Paris, rue de la Paix. Un peu plus tard, la maison ouvre une succursale à Londres, puis à New York, faisant de Cartier un empire devenu depuis international. Hiver 2014. Dans l'écrin sombre du hall d'honneur du Grand Palais, les bijoux Cartier brillent de tout leur feu. L'exposition Cartier, le style et l'histoire raconte la saga d'une maison qui, de ses débuts jusqu'aux années 1970, fut un formidable laboratoire de forme et de création. De la discrétion à l'extravagance absolue, 600 objets racontent le cheminement innovant et l'évolution des styles qui firent la réputation de la prestigieuse maison. Le choix stylistique très fort que fait la maison autour de 1900, le néo Louis XVI, est vraiment un choix stylistique très fort qui puise à une source importante pour les historiens d'art, qui est ce qu'on peut considérer comme l'apothéose du grand classicisme français. Et c'est à partir de cette source-là que Cartier se définit, et cette identité reste encore celle de la maison aujourd'hui. Ce choix a vraiment induit tous les choix successifs ensuite tout au long du XXe siècle. De l'iconique Marilyn, Alice Taylor, diva aux yeux violets croqueuse de diamants, du Maharaja de Patiala aux princesses Grace et Kate, stars, têtes couronnées d'Europe et femmes du monde, tous partagent une passion pour les bijoux Cartier. Anna Wintour, la célèbre rédactrice en chef du Vogue américain, est fascinée. Jacqueline Karachi, qui accompagne Pierre Rénéro, en charge des collections anciennes chez Cartier, est elle aussi éblouie. Celle-ci aussi, on a toujours les mêmes palpitations. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment la beauté à l'état pur. C'est un style auquel j'adhère. C'est vraiment ces pièces qui sont le moteur pour nous de notre passion. Je veux dire, sans cesse, ça fait remonter en nous justement cette fierté par rapport à la maison. Pour nous, c'est vraiment notre guide. Dans un premier temps, Cartier va s'adresser aux artisans russes qui excellent dans ces... Pierre Rénéro, qui est venu accompagné d'une partie des équipes Cartier, en profite pour donner une petite leçon de style passionné. Et Cartier va apporter au moins 2 innovations. Car faire des bijoux pour cette grande maison demande que chacun s'imprègne de l'histoire de ses fondateurs. C'est bien de partager à l'occasion d'une exposition de cette nature, de cette ampleur surtout, ce qui est derrière les créations, c'est-à-dire de voir effectivement les fondations du style et d'en comprendre les articulations pour se projeter encore mieux aujourd'hui et demain. C'est-à-dire c'est comprendre en fait la langue en quelque sorte et l'étymologie de notre travail d'aujourd'hui. Derrière un bijou de haute joaillerie Cartier, il y a et il y aura toujours des artisans qui modèlent la perfection. Au cœur de l'atelier, d'où sortent les joyaux les plus célèbres de la marque, une quarantaine d'hommes et de femmes perpétuent la tradition par le geste. Tailleurs de pierre, polisseurs, sertisseurs, joailliers, chacun repousse les limites d'un art fait de techniques rares et d'infinie patience. Mais aujourd'hui, le temps presse, car nous sommes à quelques semaines de la Biennale des Antiquaires.
Un événement pour lequel les ateliers de haute joaillerie Cartier fabriquent tous les 2 ans une centaine de pièces de prestige. Et c'est Xavier Garga, directeur de l'atelier, qui en chapeaute la fabrication. Bonjour Charles, ça va? Bonjour Karine, ça va bien. La tiare collier de Miuki en est la pièce maîtresse, avec la fameuse perle que nous découvrons grandeur nature pour la première fois. Non, la perle, j'avais l'impression qu'elle faisait ça. Non, c'est votre pouce, c'est bon. Non, j'ai cru qu'elle tournait un peu. Elle est légèrement déportée. Le bijou est en phase de fabrication sous les mains expertes du joaillier, dont le challenge est de fabriquer un collier qui se transforme en diadème par la magie de sa technique, une spécificité Cartier. Position collier, c'est-à-dire qu'on est là. Ah oui, d'accord, ok. Position collier. Donc avec l'écart minimum. Avec l'écart minimum, exactement. Plus vers la... Non, pas plus. Non, il faut qu'il soit légèrement comme ça. Mais là, on ne peut pas le tordre plus que ça, en fin de compte. Exactement. Sauf qu'en hauteur, ça veut dire que c'est le motif de sonde qui va poser. Avoir à chaque fois sur un collier comme ça une nouvelle difficulté qui arrive, c'est ce qui fait réfléchir, c'est ce qui fait trouver des combines, faire des essais, voilà. Moi j'adore. Est-ce que l'on fabrique comme il y a 100 ans? Je dirais oui, dans le même esprit. Avec les mêmes outils, oui. Évidemment, les process ont un peu changé, mais ce qui compte, c'est pas la façon de faire, c'est surtout l'esprit. Et je pense que l'esprit artisanal artistique est toujours là, très très présent. Cet après-midi-là, Jacqueline Carachi et Miuki reviennent pour valider la fluidité de l'articulation du collier. Il y a une profondeur, voilà. Mais il nous fallait de la... Le voilà en position collier. Ouais. La dernière fois, on l'a vu, on n'avait pas fait le système retournable. Là, entre le premier dessin et le bijou actuel, il y a déjà eu beaucoup de discussions, de réglages techniques et d'heures passées sur l'établi. Pour que le résultat soit parfait, le savoir-faire Cartier doit se conjuguer à plusieurs. Des clips. Le dessin, il est sur le papier 2D qui est complètement plat. Bon, j'ai imaginé dans la tête, mais il est réalisé vraiment en volume. C'est émouvant parce que quand on crée une pièce, il y a toujours l'interrogation, est-ce que c'est possible, même si ça a été anticipé techniquement, mais après, il y a toujours une interrogation. Ça veut dire que quelque part, on a réussi notre challenge et que notre dessin n'était pas simplement un beau dessin, mais c'était un dessin réalisable. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que toute l'équipe technique, quelque part, on est très soudés. Là, on voit l'esprit d'équipe, et là, on est heureux ensemble. On a le même objectif, les joailliers ont le même objectif, c'est d'arriver à réaliser en volume le dessin et de faire en sorte que rien ne soit changé de par la technique. La passion, c'est quelque chose vraiment qui se partage et qui se transmet. Et je crois que la passion de l'un se transmet à l'autre, et quelque part, c'est une belle aventure humaine. Dernier jour de septembre, c'est la Fashion Week au Grand Palais. Aujourd'hui, la Maison Chloé défile pour sa collection Printemps-été 2015. En backstage, nous rencontrons Géraldine Sommier, responsable du patrimoine Chloé. Elle est accompagnée du photographe Jean Lussuré, qui réalise des photos de défilés pour son service d'archives. Depuis les années 60, Jean Lussuré photographie les défilés Chloé. Il en est un peu la mémoire. J'ai commencé les premiers défilés Chloé aux environs de 66. J'ai vu un peu passer tous les stylistes, les différents styles de la maison. La Chloé Girl n'est pas la même, mais il y a toujours cet élément de grande féminité qui a toujours existé. Je veux dire, c'est pas une exclusivité Chloé, mais presque, quoi. Aujourd'hui, Claire White-Keller est la directrice artistique de la maison. De la dentelle, du denim, des robes brodées, sa collection hippie et bohème, aux accents 70s, reste fidèle à ce qui est le style Chloé depuis 60 ans. C'est Chloé Girl 2015, très fraîche, très naturelle. En fait, c'est ça qui fait le cool Chloé, c'est cette capacité à travailler des détails pour que les vêtements
et l'air d'avoir toujours fait partie d'une garde-robe, qu'il soit très évident en fait. Nous retrouvons Géraldine Sommier dans le département patrimoine de Chloé qu'elle a créé il y a 2 ans, à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans de la maison. Au départ, il n'y avait rien. Mais Géraldine a passé des mois pour rassembler des milliers de photos et de croquis, éparpillés dans tous les services de la maison. Elle a également arpenté les salles des ventes et les magasins vintage de la capitale. Géraldine a traqué la pièce rare sur des sites spécialisés pour acheter et réunir quelques-uns des vêtements les plus emblématiques de Chloé. Aujourd'hui, la conservatrice est fière d'ouvrir ses réserves aux créatifs de la maison, aux chercheurs et journalistes, venus découvrir près de 900 modèles qui couvrent 60 ans de création. Ça aussi, c'est une pièce qu'on aime beaucoup. C'est complètement surréaliste. On a en haut des tailleurs de la fin des années 50, début des années 60. Ça, c'est un petit tailleur vraiment très joli de 1965. Donc un motif vraiment typique de Chloé. C'est quelque chose de jour, facile à porter, mais il y a des raffinements et une légèreté en fait intrinsèque au modèle. Un autre petit tailleur des débuts en fait, avec un tissu broché. Et en fait, ce qui est très joli, c'est toutes les coutures soulignées par une bande de strass. Pour moi, c'est ça, Chloé, aussi, des petits détails qui font toute la différence, toute la saveur du modèle. Légèreté, fraîcheur, dès 1952, Chloé innove. Sa créatrice, Gaby Aguillon, une jeune fille venue d'Alexandrie, ne se reconnaît pas dans la garde-robe contraignante de la parisienne des années 50. Secondée par son mari Raymond, elle invente le prêt-à-porter de luxe avec une mode insouciante, romantique, moderne, aux finitions impeccables qu'elle présente de manière décontractée dans les cafés rive gauche de Paris. Huit créateurs ont bâti le style de la maison. Mais c'est sous la direction de Karl Lagerfeld, resté chez Chloé pendant 25 ans, que les créations de la marque vont devenir iconiques dans les années 70. C'est les jeunes filles du salon qui présentaient les robes. Toujours en quête d'informations pour documenter l'histoire de la maison, Géraldine reçoit aujourd'hui Nicole Lefort, collaboratrice du maître à cette même époque. Dirigée par Karl Lagerfeld, Nicole, artiste peintre sur soie, a travaillé sur des modèles devenus depuis des pièces rares. En crêpe de soie, peinte à la main, ce sont des pièces uniques qui ne ressemblent à aucune autre, empreintes de poésie chère à Gabrielle Aguillon. Et alors, ce qui est très amusant dans celle-ci, c'est que là, on a un motif en fait de Pierrot. Et alors, il y a une colombine, mais quand même la tête de colombine est dans le pli creux. Dès 1967, la collaboration est fructueuse entre Karl et Nicole, pleine de joie et de créativité. Il me faisait les croquis, puis il me disait, ben voilà, on va faire d'après les porcelaines ou les vases de galets ou le pop art. Il créait sans arrêt, c'était bouillonnant. Moi, je me suis beaucoup amusée, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Karl. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. En fait, ce qui est bien quand même que vous nous transmettez, c'est que vous avez travaillé dans le plaisir. Moi, ça me fait plaisir de travailler sur ce matériau parce qu'on sent quand même une espèce de spontanéité. En plus, c'était bien. Vous n'avez pas peur. Plusieurs fois par an se tient à la Salle Drouot à Paris des ventes exceptionnelles de vêtements de haute couture vintage. Ce matin, notre conservatrice souhaite y acheter plusieurs pièces Chloé. Nous sommes à quelques heures de la vente et comme tous les acheteurs, Géraldine peut venir faire un repérage des objets qui l'intéressent. Juste là-bas, là. Les plus grandes marques, majoritairement françaises, se côtoient sur les portants. Il y a là du prêt-à-porter de luxe comme Chloé, des marques couture comme Chanel ou Yves Saint Laurent, et puis aussi des pièces plus anciennes comme cette robe Dior des années mythiques. Pour les responsables du patrimoine comme Géraldine, la vente aux enchères est la façon la plus sûre d'acquérir des pièces griffées car elles ont été expertisées au préalable par un cabinet missionné par Drouot.
Ce n'est pas un shopping personnel pour Géraldine, qui cherche à enrichir sa collection. Chaque pièce Chloé doit représenter un réel intérêt, ce qui n'est pas le cas de cette robe. C'est pas du tout... c'est pas très emblématique. Il y a pas tellement... Je sais pas si ce que je vais décider pour celle-ci. Notre conservatrice doit toujours garder en tête que les vêtements achetés pourront un jour être exposés dans un musée. Elle est jolie. Contribuer à bâtir la légende de la maison nécessite donc d'avoir un œil entraîné. Pour un acheteur de base, cet ensemble, qui date des années 70, peut sembler banal. Géraldine, elle, est très intéressée. C'est le lot 26, c'est un ensemble avec un espèce de bloomer ou sarouel et une chemise qui fait un peu comme les blouses de paysans soviétiques là, avec un col officier et une attache symétrique sur le côté. Ça aussi j'aime bien. Je pense que c'est très représentatif en fait d'un prêt-à-porter élégant, Chloé, en vêtements de jour, en fait, quelque chose de simple. Moi mes critères c'est plutôt de savoir si c'est une pièce qui a un intérêt fort pour servir une narration de l'histoire de la maison. La vente débute. Elle va durer 4 heures, durant lesquelles 460 lots vont passer devant les potentiels acquéreurs. Un costume de théâtre en soie rose, avec sa coiffe en dentelle, et nous commençons à 100 €. Madame, voulez-vous 180 ? Le prix de certains vêtements haute couture flambe, car la mode vintage est actuellement très prisée par les collectionneurs et les responsables de musées. 180. Voulez-vous 200 ? Le prêt-à-porter de luxe attire les particuliers dont les moyens sont plus modestes. Merci pour vos 400. Extraordinaire, bravo. Le numéro 28, Chloé, circa 78-80, c'est un ensemble en crépon de soie ivoire, corsage et sarouel, auquel nous joignons un second ensemble en crêpe de soie ivoire, chemisier et jupe, et nous commençons à 80 €. 150. 180. Voulez-vous 200. Voulez-vous 220, madame ? 220. Ah, merci pour vos enchères à 220. L'enchère est devant à 220, j'adjuge. 220, bel achat, madame. Bravo. 80. Géraldine remporte donc pour 220 € l'ensemble en crêpe de soie sur lequel elle avait des vues. Son enveloppe achat annuelle étant limitée, cette affaire lui permet ce jour-là d'acquérir plusieurs autres pièces. Ça y est, c'est des nouvelles pièces du patrimoine Chloé. C'est une jolie petite robe. J'espère que je vais arriver à la documenter prochainement. En tout cas, on voit que c'est une griffe ancienne. Là, c'est l'ensemble que je voulais absolument, un façonné très joli, et un pantalon bouffant. Je trouve que c'est des pièces qui vont très bien compléter les collections du patrimoine Chloé. Très très contente. Les semaines ont passé. Nous retrouvons Solène, qui s'occupe des acquisitions de pièces vintage au sein de Dior Héritage. Elle se rend aujourd'hui chez une ancienne cliente Dior pour lui racheter une robe exceptionnelle des années 50 qu'elle souhaite présenter lors de l'exposition de Granville. Ah oui, d'accord. Elle est très très belle, votre robe. Et là, donc, c'est vous sur la photo avec cette robe. Elle est magnifique, cette photo. 1954. Solène n'avait jamais vu cette robe autrement qu'en photo. Elle découvre aujourd'hui son histoire et celle de sa propriétaire qui souhaite s'en séparer. Elle était belle celle-là et je l'ai portée beaucoup. Du Maroc, son pays d'origine, Perla Bourgeon rêvait des tenues parisiennes de Christian Dior. La jeune comédienne arrive à Paris en 1953 pour tenir un petit rôle dans un film. Son premier cachet en poche, elle file au 30 avenue Montaigne et s'achète ce bijou fait de laine et de strass, une robe de Cendrillon. Comment ne pas se sentir belle dans cette robe? C'est devenu un amour de ma garde-robe. Elle m'allait. C'est important. J'étais bien dedans. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir une taille comme ça. Et je pouvais la porter comme je voulais. Au festival, au mariage, je me suis mariée avec. Elle a son histoire. Chaque fois que Solène fait l'acquisition d'une pièce rare et unique comme cette robe, dont le modèle s'appelle Grand Mongol, c'est une occasion unique de se plonger au cœur des années mythiques de la création Dior et d'enrichir les archives de nouvelles informations. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait que la taille soit très petite.
C'est-à-dire qu'on voit vraiment l'esprit de Monsieur Dior de faire rentrer les femmes dans tout cet apparat, dans cette corsetterie intérieure qui est finalement invisible et qui donne tout son caractère à la robe. On arrive à comprendre beaucoup de choses sur la façon de porter les robes à l'époque, la façon que les femmes avaient de s'habiller en Dior, et c'est vrai que c'est ça aussi qui donne beaucoup de valeur à cette robe. Nous sommes sur les hauteurs de Granville, en Normandie, où d'ici 48 heures s'ouvrira l'exposition Dior, images de légende. Perchée sur une falaise, surplombant la mer, la Villa Les Roms est la maison d'enfance de Christian Dior, aujourd'hui réhabilitée en musée. Philippe Lemoult, qui chapeaute le département de Dior Héritage, nous fait visiter ce lieu où le style du grand couturier a pris racine. Beaucoup de codes de la maison Dior sont originaires de cette maison et de ce jardin. Deux de nos couleurs fétiches sont le rose et le gris. Et la maison est rose et grise. Et c'était deux couleurs que Christian Dior affectionnait particulièrement. L'influence des fleurs, du romantisme, de la nature, naturellement des roses, tous ces éléments sont devenus, dans les collections de Monsieur Dior et des directeurs artistiques qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, des sources d'inspiration. À l'intérieur de la maison, nous retrouvons les équipes de Dior Héritage qui ont travaillé pendant de longs mois pour réunir 70 tenues Dior, photographiées et sublimées par les plus grands photographes de mode. Sur 3 étages, il y a plusieurs galeries. Certaines sont déjà prêtes, d'autres restent à finaliser. Chacune des tenues présentées nécessite plusieurs heures d'installation. Au rez-de-chaussée, Cécile et Soisic préparent la somptueuse robe Grand Mongol, acquise il y a quelques semaines par le département. Il y a juste les chaussures qui n'ont pas été les mêmes. Pour être précis, elle la mannequine, une technique savante que toutes les documentalistes et conservatrices chez Dior ont appris à maîtriser pour que les modèles révèlent toute leur beauté. Le maquillage est un grand art parce qu'en fait, il faut connaître la forme de la robe et c'est d'après la forme de la robe que je vais construire le corps. Donc là, je tends bien pour pouvoir qu'il n'y ait pas de marque, pour que le ventre soit bien plat. Là, je lui ai donné du volume pour les seins. En fait, ce qui est long, c'est le mannequinage. Une fois que j'aurai fini ça, j'aurai la robe et j'aurai juste à la glisser. Regarde, il y a 2 et 2. 2 et 2. Mais c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Le principe, c'est justement de retrouver les atmosphères de chaque photo, de refaire ce que le photographe a imaginé. Et donc, on essaie d'être au plus près possible de la reconstitution des photos. Du tailleur-bar de Christian Dior aux créations plus récentes de Raf Simons, des pièces qui ont inspiré les clichés les plus célèbres. Avedon, Parkinson, Mondino, Walker. Que serait la mode sans leur regard affûté? Peut-être qu'elle va se tourner un petit peu plus vers nous. Florence Muller, commissaire de l'exposition, orchestre ce subtil jeu de miroir. La photographie de mode apporte un regard, amplifie en fait l'intention du couturier à travers son incarnation. La mode, tout d'un coup, est portée, elle est accompagnée de maquillage, de coiffure, d'une mise en scène, d'un décor qui amplifie le message du couturier et le sublime complètement. On va bientôt voir le résultat définitif, donc c'est un peu magique. Surtout quand on voit des robes que nous avons rachetées qui avaient besoin de grandes restaurations et qui finalement maintenant peuvent être en exposition comme celle-ci. Dans quelques heures, les portes du musée Christian Dior s'ouvriront pour quelques mois aux admirateurs des créations de la maison. Un petit miracle rendu possible chaque année grâce au travail passionné de toute une équipe dévouée à la transmission d'une œuvre.
Tout ce que nous le faisons dans l'espoir que dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être beaucoup plus tard, les générations qui viennent auront le même bonheur que nous aujourd'hui à manipuler, à regarder, à exposer ces trésors du patrimoine de Christian Dior. Quelques semaines plus tard, dans les ateliers de haute joaillerie de la maison Cartier. Oui, Ghislaine Servet. Tu veux avoir le morceau de collier ou pas? Tu as des retouches à faire dessus? Je donne à Yves. Ok, d'accord. C'est bon, ça marche, merci. C'est poli. La Biennale des Antiquaires ouvre ses portes dans quelques semaines. Charles, le joaillier, doit avoir fini d'ici quelques heures le collier tiare qu'il a fabriqué pour l'événement. Parce que là, j'ai une toute petite retouche à faire. Là. Pour l'instant, le bijou est encore en pièces détachées qui doivent être impérativement assemblées avant ce soir. En attendant, après un an passé sur l'établi, Charles procède aux dernières finitions. Sans confondre vitesse et précipitation, car ce bijou aux 2000 pierres se doit d'être accompagné jusqu'au bout. C'est le petit stress de est-ce que tout se présente bien comme je l'avais prévu. Voilà, il y a des étapes qu'on ne peut pas raccourcir, les étapes de polissage, tout ça, on ne peut pas se précipiter là-dessus. Parce que des pièces qui se présentent pas aussi bien qu'on avait réglé, parce que ça s'est légèrement déformé au serti ou au poli. Des étapes qui se perpétuent depuis 160 ans chez Cartier pour atteindre la perfection. Le rêve, c'est notre métier, c'est de faire des choses qui font rêver les gens. La haute joaillerie, c'est le luxe suprême, si je puis dire. Ça doit faire rêver tout le monde. Et même nous qui pouvons faire ces métiers, il y a des gens ici qui travaillent depuis 40 ans dans ce métier, continuent à rêver constamment. En fin de journée, Miyuki, la dessinatrice, arrive à l'atelier. Elle est venue admirer une dernière fois le joyau né de son imagination. La perle, ayant appartenu à la reine Marie d'Angleterre, a été sublimée par le joaillier et va pouvoir continuer à traverser les siècles et le temps. Ça, c'est la version diadème. À quelques heures seulement de la livraison, l'objet nécessite encore plusieurs réglages. Parce que, en fait, vu d'ici, moins comme ça. Ouais. La version collier est prête pour un ultime essayage. Les gens, ils ont un port différent avec ces objets. Je sais pas, c'est rigolo, les filles, quand on essaye, c'est rigolo. Je suis heureuse, mais ce qui arrive de temps en temps, c'est même plus ce que j'ai imaginé. Et ça, c'est super. C'est la fin d'une longue aventure, en tout cas pour ce genre de pièce qui demande 1 an de travail. Pour peu qu'elle soit belle et qu'elle plaise à la personne qui l'a créée, il y a une grande satisfaction. Un jour, c'est sûr, le diadème à la perle unique aura sa place au sein des archives de la maison Cartier. Violette Petit veille, avec un soin ultime, sur ce département où est conservée l'histoire de chaque joyau de prestige sorti de la maison depuis la fondation de la société en 1847. On a documenté dans les archives plus de 300 000 pièces qui ont été créées. Donc ça veut dire 300 000 objets, bijoux, accessoires, pièces d'horlogerie, qui sont documentés dans les archives, potentiellement par un dessin, par un plâtre, par une écriture et par une photographie. Donc on peut démultiplier ça par le type de documents qui existent et ça vous donnera une idée du fond et de l'importance de ce fond. Est-ce parce qu'ils ont pris conscience très tôt qu'ils s'inscriraient dans la légende? Les Cartier ont tout gardé de leur production jusqu'au moindre moule. Aujourd'hui, cette exceptionnelle collection de 2500 empreintes de bijoux vendus au début du 19e siècle est une rareté.
Quand on découvre ces plâtres, on a l'impression de faire un travail d'archéologue. Mais ces plâtres permettent d'avoir une vision tridimensionnelle de l'objet, ce qui est assez exceptionnel, puisque pour des pièces qui, pour la plupart, n'existent plus aujourd'hui, on a vraiment l'impression d'avoir l'objet ou le bijou en main. Fragilité, confidentialité des documents. Le département des archives n'est pas ouvert au public. Mais les dessinateurs maison peuvent venir puiser leur inspiration à la source du style Cartier. First, as a quick introduction, when we talk about archives at Cartier, Les personnes qui assistent aujourd'hui à une conférence donnée par Violette sont donc des privilégiés. So having an important client such as Princess Mathilde at that time was a very big deal, and it was really the beginning of the success for Cartier. So if you have such requests. Ce sont des employés Cartier venus du monde entier pour s'imprégner de l'histoire et du style de la maison pour laquelle ils travaillent. This book is what we call a journal des ventes. It's a kind of a diary, commercial diary of the Rue de la Paix. Gardienne de la mémoire Cartier, Violette transmet les valeurs pionnières d'une petite maison familiale devenue un des plus puissants joailliers du monde. On va repartir aux origines. Et l'origine, finalement, c'est une poignée d'hommes avec une vision extrêmement novatrice et qui vont construire cet empire. Et finalement, on va retrouver ça à travers les archives. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me touche beaucoup. En tout cas, de retrouver la dimension humaine. Devant le Grand Palais, c'est la foule des grands jours, car la Biennale des Antiquaires vient ce matin d'ouvrir ses portes. Un public, amateur d'antiquités et d'objets d'art, est venu admirer les savoir-faire français et les dernières créations de la maison Cartier. Une centaine de pièces uniques, inédites, toutes issues des ateliers de haute joaillerie. Dans sa vitrine, impériale, la tiare-collier trône et questionne. En fait, c'est une tiare, mais c'est aussi un collier. Si tu l'inverses, la perle tombe en fait. Et du coup, il s'accroche comment après le collier? Le pari est réussi pour les équipes. Les créations Cartier continuent d'étonner et surtout de faire rêver. L'intérêt pour moi de travailler dans cette maison, c'est de partager avec les hommes et les femmes qui travaillent à la réalisation de ces pièces la même passion pour obtenir vraiment ce qu'il y a de mieux pour la maison et de toujours se poser les questions de qu'est-ce que l'on peut faire pour que ça soit encore plus beau, encore mieux fait et que ces pièces vraiment séduisent toutes les générations et surtout les générations à venir. Retour au service du patrimoine de la maison Chloé. Là, c'est la blouse en fait. Et donc là, ça a été, c'est un tissu peint qui a été rebrodé et rebrodé. C'est un crêpe d'ailleurs de soie qui a été peint. Ce matin, Géraldine Sommier, qui prête régulièrement des pièces pour des expositions, reçoit Anaïs Boucher du musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. La conservatrice est venue lui emprunter 3 pièces d'inspiration antique créées par Karl Lagerfeld. On m'a demandé si c'était possible en fait de présenter ces robes dans une exposition où il y a à la fois de l'archéologie et des beaux-arts en fait, parce que c'est sur la découverte en fait de civilisations très anciennes de la Grèce. Et à la fin de l'exposition, on voulait montrer qu'il y avait en fait toujours des artistes qui s'inspiraient de ces civilisations. Même si le rapprochement entre la mode et l'archéologie peut sembler anachronique, Anaïs Boucher a su convaincre Géraldine. Donc ça, c'est tout le défilé. Là, on voit bien la référence antique qui arrive. Dans ses créations uniques de Karl Lagerfeld, le styliste fait clairement référence à des fresques découvertes au XIXe siècle sur le site archéologique de Acrothieri, à Santorin, en mer Égée. Anaïs Boucher, qui a repéré ces robes dans un catalogue, les découvre grandeur nature et cherche à en percer le secret à la façon d'un archéologue.
En fait, j'essaie de prendre chaque fragment qui a été rebrodé sur le tulle pour essayer après de pouvoir les identifier, pour rattacher à une œuvre en particulier, que ce soit une fresque ou un objet d'acrotirie. Alors pour certains fragments, c'est vrai que c'est évident, pour d'autres, là, voilà, on a un motif décoratif, ça l'est moins. Karl Lagerfeld a une connaissance très encyclopédique dans ses créations. Et donc on a des créations qui sont très souvent avec des références historiques, des emprunts en fait au champ artistique. C'est très fréquent qu'on ait des petits collages en fait qui fassent référence à des œuvres d'art. Quelques semaines plus tard, au Musée national d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye. L'exposition La Grèce des origines ouvrira ses portes dans quelques jours. Géraldine est au rendez-vous pour installer elle-même les œuvres de Karl Lagerfeld. Mais avant cela, elle procède au constat d'état, ce qui veut dire qu'elle passe la pièce en revue pour la récupérer dans quelques mois, comme elle l'aura prêtée. Bon, moi je vois rien. Rien à signaler. On va faire jusqu'à la démarcation ici, juste au-dessus, pour que la ceinture de taille en fait masque du coup la coupure du mannequin. C'est toujours intéressant quand on doit mannequiner comme ça des robes, d'avoir le maximum de supports iconographiques pour voir comment la robe était portée, telle que Karl l'a souhaité en fait, c'est-à-dire assez basse sur les hanches. Lorsque ces robes défilaient sur les déesses des années 90, Karl Lagerfeld imaginait-il qu'un jour, elles rentreraient au musée ? Grâce à Géraldine Sommier, c'est aujourd'hui possible. La conservatrice œuvre pour que la collection Patrimoine Chloé sorte le plus souvent possible de sa réserve pour s'aventurer vers des univers où on ne l'attend pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'est cher, que les services patrimoine en fait soient un lien entre cette création de mode contemporaine avec des musées sur des projets artistiques. Je suis très contente qu'elles vivent de nouvelles expériences. Je pense qu'elles s'y plairont bien. Pour ces robes, ça leur donne quelque chose d'un peu plus statutaire. Et pour Anaïs, en tant qu'archéologue, ça donne un côté plus glamour à son exposition. Chaque domaine s'apporte un regard nouveau en fait, sur sa discipline. Il y a quelques semaines, Géraldine a lancé un défi aux ateliers de création Chloé. Inquiète à l'idée de prêter les robes de sa collection pour des photos ou des tournages de films, et pour mieux les préserver, elle a demandé à Philippe Fauchard, second atelier tailleur, de lui faire le duplicata d'une robe datant des années 70. Je l'ai retrouvé aussi dans le Vogue US, donc on voit vraiment que c'est un modèle qui a eu énormément de succès. Et beaucoup de parutions. Et énormément de parutions. La robe est presque finie, mais avant de la découvrir, Géraldine souhaite montrer à Philippe des photos, ainsi qu'un croquis original du créateur, Karl Lagerfeld, qu'elle vient de retrouver. On voit bien le côté portefeuille avec le drapé, les petits drapés plissés et les nouettes très fines sur le côté. Géraldine n'avait pas l'original dans ses réserves, ce qui n'était pas simple pour recréer la robe. J'ai refait le calque, je l'ai relevé. Après plusieurs mois de recherche, Géraldine a fini par trouver un patron d'époque de la robe sur un site internet. C'est à partir de ce modèle que Philippe a pu travailler. On a vraiment des indications, les longueurs. La renaissance de cette robe emblématique de la Griffe a enfin pu voir le jour. Très simple, en 2 morceaux superposés. Le rose pâle est déjà en place, en attente de son frère jumeau noir, bientôt fini. Je pense qu'en plus, là, il y a une nonchalance, une sorte de fluidité qui est complètement intemporelle à Chloé, avec ces grandes robes qui sont très épurées dans la découpe. Donc je pense que c'est tout à fait l'esprit même de la maison et de la thématique, toujours des lignes Chloé. La robe est en train de se monter à l'atelier. Pour célébrer les 60 ans de la maison, Chloé avait déjà fait réaliser 16 modèles emblématiques de son histoire. On a voulu la traiter comme elle pourrait être faite aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui est important. C'est la première fois que l'atelier met son savoir-faire à la disposition du département patrimoine pour la création d'un modèle du passé.
J'apprécie beaucoup, c'est une robe qui a été créée par Karl, dont j'ai beaucoup de reconnaissance et de respect. Et on la reprend maintenant en 2014, elle est toujours d'actualité, on peut là encore la revendre dans 10 ans, quoi. Il n'y a aucun problème. Je pense que c'est une robe, elle n'a pas d'âge, donc ça c'est sa force. Bravo. On va la passer, hein. On va la faire passer à quelqu'un. Ah ouais. I feel very elegant and feminine and beautiful. C'est très joli. Je trouve qu'on explore des possibilités nouvelles avec cette collaboration qu'on entame là avec l'atelier pour recréer des modèles qu'on pourra faire porter, prêter sans état d'âme avec joie.